Donc, bienvenue à nouveau pour cette soirée sur l'autocompassion. Et peut-être nous allons commencer, Nathalie et moi, à nous présenter, notamment par rapport à ce sujet de l'autocompassion. Et je vais dire quelques mots peut-être sur le fait que j'ai eu la chance de rencontrer la pratique de la méditation tôt dans mon parcours. C'était il y a une trentaine d'années, dans une période où je vivais au Japon. La pratique de la compassion et de l'autocompassion est arrivée plus tard. Je l'ai rencontrée au village des Pruniers au travers de l'enseignement de Thich Nhat Hanh. Et puis plus tard, j'ai rencontré les programmes modernes de pleine conscience, avec notamment le programme MBSR de réduction du stress par la pleine conscience. Et je suis donc enseignant maintenant de ce programme. Et les pratiques, je dirais, plus modernes et laïques de la compassion et de l'autocompassion sont arrivées à peu près il y a 3 ans. Et j'ai rencontré ces pratiques un petit peu comme quelqu'un qui marche au milieu du désert, qui est assoiffé et qui arrive dans un oasis. La pratique de l'autocompassion, pour moi, a été extrêmement salvatrice. J'arrivais de très loin avec un autocritique, avec un jugement de moi-même intérieur extrêmement fort, extrêmement puissant, une sorte de tyran intérieur qui était très très pénalisant et qui souvent m'empêchait d'entreprendre certaines choses tellement j'avais peur d'échouer et tellement j'avais peur de ce que le critique intérieur allait pouvoir me dire sur le fait que j'étais incapable, que j'étais pas assez bon, etc., etc. Et ce jugement intérieur était concomitant à un jugement des autres, à un critique des autres qui pouvait rendre les relations avec mon entourage pas toujours très faciles. La pratique de l'autocompassion n'a pas fait des miracles, elle n'a pas fait disparaître cette voie de l'autocritique qui existe toujours, hein, mais qui est, je dirais, qui est plus douce, qui est plus ronde, et aussi que lorsqu'elle arrive dans différentes situations, j'ai plus conscience qu'elle arrive et que c'est une voie d'autocritique. Et d'abord, je peux l'accueillir, en avoir conscience, et donc elle perd de sa puissance, mais j'ai aussi en face de cette autocritique la possibilité de mettre une voix qui est plus une voix de bienveillance et de réconfort. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette pratique de la compassion, de l'autocompassion, au travers de ces programmes dont on va parler aujourd'hui, a apporté plus de douceur, plus de rondeur dans mon rapport à moi-même, plus de sourire aussi dans mon rapport aux autres et au monde qui m'entoure. Nathalie? Alors, moi, je pratique la méditation depuis bien moins longtemps, juste depuis une dizaine d'années. Je l'ai rencontrée alors que j'avais vécu une séparation. J'ai perdu une cousine qui avait mon âge, qui avait le même style de vie que moi, et ça m'a renvoyée à ma propre finitude. Et je me suis, à ce moment-là, un petit peu arrêtée dans ma vie pour voir qu'est-ce qui était important pour moi et comment je pouvais mieux vivre l'instant présent. Donc j'ai démarré par une méditation un peu partout où je la trouvais, Christophe André, etc. Et puis j'ai rencontré un instructeur de MBSR, donc de réduction du stress par la pleine conscience. Et je dirais que ce programme m'a vraiment mis dans une pratique quotidienne et m'a permis d'avoir une meilleure présence, une meilleure connaissance de mes schémas de pensée, de mes croyances, sur mes fonctionnements habituels. Et ça, c'était la pratique de la pleine conscience. Et quelques années après,
Hem, j'ai découvert et rencontré l'autocompassion et là, ça a été un pas de plus pour moi parce que ça m'a permis, d'accueillir ces schémas, de les accepter, de m'y ouvrir, hem, de me mettre en lien avec eux avec plus de douceur, de gentillesse, hem, d'être plus bienveillante, d'être plus tendre avec moi-même et du coup, en les apprivoisant, heu, j'ai pu sentir des changements s'opérer, dans ma vie au quotidien, d'abord avec moi, avoir un peu plus de légèreté et puis ensuite dans mes liens avec les autres. Donc, voilà, rapidement ce qu'a pu, m'apporter l'autocompassion et la compassion. Donc pour, continuer, je vais, vous proposer une définition, si tant est qu'il puisse en avoir une, de l'autocompassion. Alors ma définition, Olivier tout à l'heure va nous donner une définition un peu plus académique. Moi je vais vous donner une définition, plus, voilà, plus simple, hein. Pour moi, l'autocompassion et comment, Christine Neff et Chris Germer, qui sont les 2 fondateurs de ce programme, la définissent aussi, c'est être un meilleur ami pour soi-même lorsque les choses vont mal et sont difficiles pour nous. Parce que c'est à peu près facile d'être bien en lien avec soi quand tout va bien. Mais quand on arrive dans la souffrance ou dans la difficulté, alors cette capacité de se traiter avec ouverture, avec acceptation, avec chaleur, avec gentillesse, hein, comme on le ferait avec un ami qui nous est cher, hein, est beaucoup plus difficile à avoir envers nous-mêmes. Donc voilà, c'est être avec nous-mêmes comme on est avec un ami, tout simplement. Comme on sait très bien faire avec un enfant, avec un ami, un être cher, et que parfois on ne sait pas très bien faire avec soi-même. Mmh. Donc, pour vous proposer de faire une petite expérience, je vais vous demander de vous remettre un petit peu dans une posture de méditation ou une posture confortable, hein, de toute façon, mais où on est un petit peu droit. Et puis, dans une assise confortable, hein, surtout, écoutez-vous, prenez soin de vous. Si cela est confortable et possible pour vous de fermer les yeux pour rentrer un petit peu dans une intériorité, pour tourner le regard vers l'intérieur, ressentir la présence de votre corps dans la position où il est maintenant. Et puis de laisser venir à vous une situation où un ami proche, un être cher ou un enfant s'est trouvé dans la souffrance, soit parce qu'il était en situation d'échec, soit parce qu'il avait fait une erreur. Et quand vous aurez trouvé cette situation, je vous invite à vous y connecter, à vous imaginer à côté de cet ami souffrant et d'imaginer que vous lui parlez, que êtes à côté de lui. Comment parlez-vous à cet ami
qui est en difficulté et qui souffre? Quels sont les mots que vous utilisez? Quel est le ton de votre voix? Quelle est votre posture, votre attitude corporelle? Quels gestes utilisez-vous pour vous adresser à cet ami? Et tout doucement, je vais vous demander de laisser aller cette situation, peut-être en prenant quelques respirations un peu plus profondes pour laisser ce souvenir s'en aller et revenir à un état plus neutre. Et à présent, laissez venir en vous une situation où c'est vous qui étiez en difficulté, vous qui étiez dans une situation difficile, comme une situation d'échec ou une situation où vous aviez commis une erreur. Et une fois que vous avez trouvé cette situation, reconnectez-vous à comment vous vous êtes adressé à vous-même à ce moment-là. Quels étaient les mots que vous avez utilisés? Quel était le ton de votre voix? Quelle était votre posture, votre attitude corporelle? Quel geste utilisez-vous envers vous-même si vous utilisiez des gestes? Et là, maintenant, quel est le ressenti dans votre corps devant cette situation? Et à nouveau, doucement, revenir à votre corps, prendre une ou deux respirations pour peut-être revenir à un état plus neutre. Et prendre quelques instants pour voir s'il y a une différence entre la façon dont vous parliez à votre ami, la façon dont vous vous approchiez de lui, l'attitude que vous aviez envers lui, le ton de voix, et puis la façon dont vous vous parliez à vous-même, le ton de votre voix quand vous vous adressiez à vous-même.
Et s'il y avait une différence, je vous invite à ressentir ce que la réalisation de cette différence fait à l'intérieur de vous, là, maintenant. Et puis, pour finir, doucement, reprendre contact avec vos sensations corporelles, là, maintenant, et prendre le temps, quand ce sera juste, de réouvrir les yeux et de peut-être laisser bouger votre corps comme il en a besoin, comme il en a envie. Est-ce que quelqu'un souhaite partager en quelques mots, éventuellement, quelque chose sur cette expérience? Oui, oui, Christa. Oui, je prends le micro. Euh, C'était étonnant, puisque j'étais assez tendre avec la personne avec laquelle, qui était en peine, et j'étais plutôt dans le commandement envers moi-même. Hmm. Et j'ai senti la différence, j'étais soulagée puisque je me suis dit, ah, il y a des alternatives. On peut faire différemment. J'ai trouvé ça très intéressant, oui. Merci beaucoup, Christa, pour ce partage. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre? Une autre Oui, 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 moi, Nicole. ben j'ai eu une prise de conscience que, en fait, je me maltraite parce que j'étais très bienveillante, encourageante avec la personne en difficulté. Mais pour moi, c'était beaucoup plus rigoureux. Et voilà, c'est vraiment de la maltraitance. Donc, merci pour la prise de conscience. J'aimerais bien inverser le processus. Il ne faut pas du tout avoir les deux, la même bienveillance envers moi-même qu'envers les autres. Alors, merci, merci beaucoup, Nicole, pour ce partage. Donc, on partagera un petit peu plus largement tout à l'heure, mais déjà, ces deux partages nous montrent bien comment la différence que nous faisons entre consoler ou apporter du réconfort ou de la compassion à un ami et celle que nous utilisons avec nous-mêmes. Alors, cette expérience l'a montré pour certains d'entre vous, c'est aussi ce que la recherche montre. Donc, la majorité des gens font preuve d'une plus grande capacité à aider et soulager la souffrance des autres plutôt que leur propre souffrance. Et même plus encore, la recherche montre que dans une situation difficile, on fait plus preuve de compassion envers quelqu'un que l'on n'aime pas qu'envers soi-même. Donc c'est un constat incroyable, hein, mais c'est ce que nous prouve
les recherches qu'ont pu mener Christine Neff notamment autour de ce sujet. Donc, je vais vous proposer, oui, oui, Daniel. Moi, c'est pas nouveau, je sais bien tout ça. C'est de la théorie. Enfin, je dis vraiment ce que je ressens là. C'est de la théorie. Je sais très bien que je suis très sévère, je m'injurie. C'est pas une découverte. Aujourd'hui, je le sais, mais je sais aussi que dans l'Évangile, on dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à aimer les autres si on ne s'aime pas en premier. Donc, c'est une vérité basique, élémentaire, mais ça ne me dit pas comment faire. Ah bah c'est tout l'objet de ce programme hein, que nous présentons ce soir. Donc, ce que je vais vous proposer, on va aller un peu plus loin pendant l'atelier, là. Et puis, évidemment, c'est ce qu'aborde le programme hein, sur 8 semaines. Vous imaginez bien que c'est un parcours long, voilà, qui se fait pas à pas, doucement. Et la lenteur de cet apprentissage fait partie de l'autocompassion, hein, bien évidemment. Cette douceur qu'on doit avoir avec soi pour apprendre doucement, aussi, lentement, fait aussi partie de l'autocompassion qu'on peut se témoigner à soi-même. Mais là, j'aimerais vous lire un petit texte qui illustre l'expérience et ses résultats, qui est un texte qui a été écrit par Carl Jung. Le plus pauvre des mendiants. Que je donne à manger à ceux qui ont faim, que je pardonne une insulte et aime mon ennemi, voilà de grandes vertus. Mais que se passerait-il si je découvrais que le plus pauvre des mendiants et le plus effronté des offenseurs était tout à l'intérieur de moi, et que c'est moi qui ai besoin de recevoir les aumônes de ma propre bonté, que je suis moi-même l'ennemi qui a besoin d'être aimé. Que se passerait-il alors? Carl Gustav Jung. Qu'est-ce qui se passerait? Voilà, c'est la question. C'est ça. Ainsi, Et donc je vois ça. Voilà, et merci pour cette question. Et merci aussi, Daniel, pour exprimer ce questionnement de comment faire pour devenir un meilleur ami pour soi-même lorsque l'on est en difficulté, plutôt que de se maltraiter, comme disait Nicole. Peut-être rentrer dans une définition un peu plus complète de l'autocompassion qui va commencer à donner quelques éléments de réponse. Cette nouvelle définition de l'autocompassion, elle a été apportée par Christine Neff, qui est donc une des deux fondatrices de ce programme MSC, donc d'autocompassion en pleine conscience. Et d'après elle, il y a 3 ingrédients, 3 éléments principaux qui sont nécessaires pour qu'il puisse y avoir cette autocompassion. Le premier élément, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est prendre conscience que l'on est en difficulté. C'est prendre conscience que l'on est en souffrance, c'est prendre conscience que l'on se sent en échec. Très souvent, lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, il peut y avoir quelque chose de l'ordre « mais non, tout va bien, je vais m'en sortir, c'est pas important ». Et donc, le premier élément, c'est une reconnaissance de la difficulté dans laquelle on se trouve, une reconnaissance de la souffrance dans laquelle on se trouve et ce que ça fait en nous. C'est la pleine conscience. Et la pleine conscience, non seulement elle permet de prendre conscience qu'il y a une difficulté, et donc à partir de cette conscience, il peut y avoir
un remède, de prendre soin, ce qui n'est pas possible si on n'en a pas conscience. Mais la deuxième chose, c'est que la pleine conscience, elle permet de mettre une certaine distance entre nous et la difficulté dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui reste prise dans cette difficulté, mais il y a une partie de nous qui peut voir ce qui se passe, qui peut voir comment ça se passe en nous. Et donc, plutôt que d'être complètement submergé ou englouti dans la souffrance, il peut y avoir une légère distance, une prise de recul qui nous permet de voir et d'observer, d'avoir conscience de ce qu'il se passe. Donc le premier élément, le premier ingrédient, c'est la pleine conscience. Le deuxième ingrédient, c'est le sentiment de notre humanité commune, le sentiment de notre humanité partagée. Ce qui se passe très souvent lorsque l'on est en difficulté, lorsque l'on est en souffrance, lorsque l'on est en échec, c'est ce sentiment d'être seul au monde. On dit souvent « pourquoi moi ?» comme si on était le seul au monde à éprouver ce que l'on éprouve. Et le sentiment de l'humanité commune, de l'humanité partagée, c'est la conscience que la souffrance à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, fait partie de l'existence humaine. Alors la souffrance n'est peut-être pas répartie de façon égale, mais cette dimension de la souffrance, d'être en difficulté, c'est quelque chose qui fait partie de notre humanité, de notre situation d'humain. Et lorsque l'on a conscience, et ça ne veut pas dire de relativiser notre douleur, ça ne veut pas dire de l'effacer en se disant il y en a d'autres qui souffrent, donc ce n'est pas important, mais c'est de réaliser que cette souffrance que l'on éprouve, ça fait partie de la vie humaine, et également qu'au moment où on ressent cette souffrance, il y a probablement d'autres milliers, dizaines de milliers, de millions de personnes qui ressentent quelque chose similaire à ce que l'on ressent ou qui ressentiraient quelque chose de similaire dans la situation où on se retrouve. Et à ce moment-là, la souffrance, plutôt que de nous isoler et de nous donner le sentiment d'être seul au monde, alors elle peut nous donner le sentiment d'être reliés à d'autres êtres humains, d'être reliés à notre humanité et d'être reliés à l'humanité. Ça, c'est le deuxième ingrédient de l'autocompassion, qui est le sentiment de l'humanité commune. Et la troisième dimension, le troisième ingrédient, c'est la capacité à se donner de la bienveillance à soi-même. C'est-à-dire que plutôt d'avoir une voix dure, du critique et du jugement, d'avoir la capacité de nous soutenir, de nous donner du support, de la chaleur, de la compréhension, du réconfort, de l'apaisement. Et là, c'est quelque chose, la bonne nouvelle, c'est que si c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire et que l'on ne fait pas, c'est quelque chose qui peut s'entraîner, qui peut se développer, qui peut se cultiver. Donc les trois ingrédients de l'autocompassion, c'est la pleine conscience versus le déni ou faire comme si ça n'existait pas, et versus le fait d'être totalement englouti par sa douleur. Le deuxième ingrédient, c'est le sentiment de l'humanité commune versus le sentiment d'isolement. Le troisième ingrédient, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi-même versus l'autocritique et le jugement sévère que l'on peut avoir pour soi-même. Alors après, il y a différentes façons de se soutenir lorsque l'on est en difficulté. Il y a une dimension, si vous êtes familier avec l'énergétique chinoise, on parle du yin et du yang. Le yin, c'est quelque chose qui est plus dans la réceptivité. Le yang, c'est quelque chose qui est plus tourné vers l'action. Et donc, il y a une dimension de l'autocompassion qui va être plus dans le yin, dans la réceptivité. Une capacité à nous accepter tel que l'on est, à nous donner du support, de la bienveillance, du soutien, de la chaleur, du réconfort, de l'apaisement. D'une certaine façon, à nous prendre dans nos bras lorsque l'on est en difficulté. Ça, c'est la dimension yin, c'est la dimension réceptive.
Mais il y a aussi dans l'autocompassion une dimension qui est plus une dimension yang, une dimension plus tournée vers l'action. L'exemple que l'on peut donner, c'est celui de pompiers qui sont devant un immeuble en feu et qui voient quelqu'un qui est pris dans les flammes. Il suffit peut-être pas à ce moment-là de dire oui, je te comprends, tu es en train de souffrir, ça doit être difficile. Mais il y a un moment où il faut sauter dans les flammes pour pouvoir prendre soin de l'autre personne et rentrer dans le mouvement et dans l'action. La dimension yang de l'autocompassion, c'est aussi la maman ours qui prend soin de ses petits. Elle prend soin de ses petits d'abord en étant capable de les protéger face au danger. Donc dans l'autocompassion, il y a la capacité de se protéger soi-même et de faire ce qu'il faut pour se protéger face au danger. Mais il y a aussi chez la maman ours la capacité à subvenir aux besoins de ses petits. Et dans l'autocompassion, il y a aussi la capacité de se mettre en mouvement pour subvenir à ses besoins, pour ressentir de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant et de faire ce qu'il faut pour se le donner. Et puis il y a aussi la capacité à s'encourager plutôt qu'à se critiquer et à se fustiger, la capacité à s'encourager pour se mettre en mouvement, pour aller vers du meilleur. Et alors ces différentes façons de l'autocompassion, je les présente maintenant en mots. Et Nathalie va maintenant nous proposer quelque chose qui va plus aller dans le corps et qui va être plus dans la gestuelle pour illustrer ces différentes façons de se donner de l'autocompassion. Oui, Alain. Oui, je veux savoir, est-ce qu'il y a le mécanisme qui conduit à s'autoflageller, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est compris, est-ce que vous avez une explication sur ça? Pourquoi on est conduit à verser dans l'autocritique? Parce que sur les deux réactions que je me suis reconnu complètement dans les deux réactions qui ont été, que Daniel nous a proposé. Donc moi aussi j'ai ressenti que j'étais beaucoup plus sévère avec moi-même qu'avec les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on sait pourquoi? Nathalie, est-ce que tu veux que je dise quelques mots ou tu veux y aller? Vas-y, vas-y. Alors, il y a certainement beaucoup d'éléments de réponse à ta question. Les premiers qui me viennent, il y a certainement des choses qui sont liées à notre éducation, à l'environnement dans lequel on a grandi. Et l'environnement, c'est pas seulement l'environnement familial et éducatif, mais c'est aussi la société dans laquelle on a grandi. Mais il y a aussi certainement quelque chose qui fait partie de la façon dont a évolué l'espèce humaine. Notre cerveau s'est construit pour répondre à la menace et pour pouvoir répondre à ce qui pouvait être menaçant et dangereux pour nous, et c'est ce qui a permis d'une certaine façon à l'espèce humaine de survivre. Et donc on a tendance à détecter de façon beaucoup plus rapide ce qui ne va pas bien. On a un biais de négativité pour se protéger de tout ce qui ne peut aller pas bien et qui peut être une menace ou un danger pour nous. Et on est beaucoup plus lent à détecter ce qui va bien. Et ce biais de négativité, il est aussi il est tourné vers l'extérieur, mais il est aussi tourné vers nous-mêmes. Donc ça, ce sont des éléments de réponse. Peut-être que Nathalie, tu en as d'autres qui te viennent? Non, c'était exactement ça. En tout cas, c'est vraiment le facteur principal, ce biais de négativité, au-delà de l'éducation qu'on a pu recevoir, hein, qui a pu accentuer ce biais de négativité. Mais ça, c'est vraiment, par contre, et ça fait partie aussi de l'humanité commune, hein. C'est qu'on a tous ce biais de négativité. Donc, c'est pour ça que les recherches ont pu démontrer qu'on se traite comme on se traite, hein. Voilà, en majorité. Est-ce que c'est OK, Alain? Très bien. Merci. Donc, pour continuer, pour essayer de vous faire ressentir, pour intégrer ces différentes notions de l'autocompassion, je vais vous proposer de prendre vos mains, de prendre vos poings et de les serrer, serrer très très fort. Et de rester un moment, même éventuellement de fermer les yeux pour se connecter à ce que vous ressentez là,
avec ses poings serrés. Peut-être que vous ressentez au départ une espèce de force. Peut-être que vous ressentez de la colère ou de la tension. Peut-être que tout votre corps est tendu. Mais au bout d'un moment, si on serre fort, fort, on sent aussi une certaine fatigue, un certain épuisement. Et donc ça représenterait notre stress, tous les facteurs qui nous mettent en tension. Et à l'opposé, si on ouvre doucement nos mains et qu'on les pose paume vers le plafond, on peut se laisser aller à ressentir cette fois ce qui se passe en nous, peut-être en refermant à nouveau les yeux. Et là, peut-être que c'est la détente qui apparaît, peut-être l'accueil, peut-être de la tendresse. Et là, ce serait plus la pleine conscience qui nous permet de nous ouvrir à l'expérience, d'accueillir. Donc la pleine conscience. Et puis enfin, si on ouvre nos bras et qu'on les met comme si on enlaçait une personne, comme si on embrassait la planète, le monde entier, alors en fermant les yeux, peut-être qu'on a ce sentiment de connexion, le sentiment de faire partie, le sentiment d'être dans le même bateau. Peut-être même qu'on ressent l'amour ou l'amitié qui peuvent aller avec ce geste. Et puis enfin, on prend nos deux paumes de main, on les met l'une sur l'autre et on les pose sur notre cœur. Et là encore, on ferme les yeux et on sent la chaleur des mains sur notre cœur. Ça peut peut-être paraître étrange pour certains. Et peut-être qu'avec ces mains posées doucement sur notre cœur, alors le calme se fait, l'apaisement, la sécurité apparaît, émerge. Et ça serait la bienveillance envers nous-mêmes. Ça serait l'autocompassion yin. Et puis, pour finir, et pour ceux qui le souhaiteraient, histoire aussi un peu de se dégourdir les jambes, ceux qui ne le souhaitent pas, vous pouvez rester assis. Je vais vous montrer ce que serait l'autocompassion yang. Donc, je me mets sur mes jambes debout avec les genoux légèrement pliés. Donc, je prends une posture très stable. J'ai mon bassin qui est posé bien dans l'axe. Et là, je me sens à la fois stable, forte, mais aussi flexible. Je sens une certaine souplesse. Et là, de cette posture, il m'est possible de dire non, de refuser. Non, Vous pouvez faire le geste même si vous êtes assis. Non, non, je refuse. Je me protège en faisant ce geste. Ou alors, il m'est possible de dire
oui, je subviens à mes besoins, comme la maman ours subviendrait aux besoins de ses enfants. Oui, je subviens à mes besoins. Et enfin, la troisième composante yang, se motiver. Oui, je peux le faire. Oui, je vais y arriver. Je suis assez forte. Oui, je vais y arriver. Oui, Voilà. je vais y arriver. Et quand nous avons assisté à une conférence, Olivier et moi, vous pouvez tranquillement revenir à votre place, à une conférence avec Christine Neff et Christophe Germer sur ce thème-là. Et Christophe Germer disait que Raphaël Nadal, à chaque fois qu'il changeait de place sur le court de tennis, avec son manager, il disait « Vamos, vamos !» comme pour se motiver dans un élan de « je sais que je peux le faire, je vais y arriver ». Voilà, ça c'est la compassion yang, c'est la motivation yang.